Bonjour à tous et bienvenue dans Entourloupe dans l'Azimut au format DRS, la discussion rapide et succincte. Aujourd'hui, je retrouve comme d'habitude Antoine et on a encore avec nous qu'on a déjà eu parmi nous chez Entourloupe, Alexis. Salut Stéphane. Salut Alexis. On a un sujet qui nous tient à cœur pour ce DRS. C'est un sujet actuel, comme on vous l'a dit, on a envie des fois de traiter d'un sujet tout de suite. C'est 3000 ans à t'attendre de George Miller. Pourquoi on vous parle de ce film ? C'est parce que c'est une sortie de George Miller, c'est un événement en soi, quoi. Depuis qu'il a révolutionné complètement l'histoire du cinéma il y a 7 ans maintenant, avec Mad Max Fury Road. Et ça, c'est un nouveau film de lui, c'est un événement, en attendant le préquel de Fury Road, Furiosa. Et à l'heure où nous allons vous sortir cet épisode, le film est prêt de sortir en format physique, DVD et Blu-ray, et ça nous tenait à cœur de vous en parler parce que le film n'a pas fait une très bonne... il a fait même des entrées, on va dire, catastrophiques pour son niveau. C'est un gros bid à l'international, ouais. C'est ça, ça nous chafouine un peu, ça nous rend triste, et il fallait qu'on vous parle de 3000 ans à t'attendre parce que c'est un film sur lequel il y a à chaud plein de choses à vous dire et c'est un film passionnant. Antoine, Alexis, qu'est-ce qui est la première chose qui vous frappe à première vue dans ce film ? Franchement, je rebondirais tout de suite là sur tu parlais de l'échec en salle, et c'est lié en fait. Le premier truc, moi, quand je suis sorti de la salle la première fois, à chaud, c'est de me dire quel plaisir de voir un film comme ça. En 2022 au cinéma, quoi. Tu vois, vraiment cette sidération de dire attends, mais waouh, posons-nous, qu'est-ce que je viens de voir ? Je viens de voir un film au format, aux thématiques, à la narration, au jeu d'acteurs, tout ce que tu veux, d'hyper, pas bizarre, mais qu'on voit pas en fait, qu'on n'a plus l'habitude de voir et que peut-être qu'on n'avait jamais vu aussi, puisque le format du film, on peut le rappeler et pour donner peut-être envie et décrire aux gens qui ne l'auraient pas vu, c'est un film qui s'inspire d'une nouvelle. L'adaptation donc de la nouvelle Le djinn dans l'œil du rossignol d'Antonia Susan Bayat, qui est en fait une discussion qui part comme un huis clos entre une narratologue, donc une femme qui est spécialisée, une scientifique de comment on raconte les histoires à travers le monde et à travers les époques, et qui va tomber donc sur une lampe de génie et sur un djinn en fait, et donc le film est une discussion, donc pourrait être vu comme un huis clos. Mais George Miller va tout de suite casser cette idée du huis clos avec des flashbacks énormes, donc de plus de 3000 ans, d'où le titre, 3000 ans à t'attendre, et nous donne un film à la forme tant narrative que visuelle, complètement inédit, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, Alexis, mais... Oui, même plus que inédit, je pense qu'il y a un aspect un peu déroutant, on va dire, dans la forme du film, parce que déjà, c'est quand même... faut le signaler, le projet dramaturgique est, je trouve, très casse-gueule. Ah ouais, complètement. Ouais. Parce que au format littéraire, évidemment, c'est pas un problème, mais quand on est au cinéma, deux personnages qui dialoguent et qui se racontent des choses sans jamais quitter leur chambre d'hôtel, effectivement, il y a un truc qui est anti-cinématographique sur le papier. Ouais. Évidemment, le fait qu'il y ait des flashbacks permet à George Miller de se lâcher complètement et d'imaginer des univers qui sont à la fois des univers par instant réalistes et en même temps complètement fantasques, mais surtout... Je trouve que c'est peut-être la partie que je retiendrai le plus du film, moi, a posteriori, c'est la manière dont la caméra et dont les choix de cadre et de montage rendent complètement dynamique et énergique les parties dans la chambre d'hôtel, en fait. Tout à fait. Parce que George Miller, il l'a déjà prouvé plein de fois, notamment avec, évidemment, Fury Road. Quand il a matière à filmer du spectaculaire, il y va à fond, mais quand... Moi, j'attendais de le voir justement dans une confrontation intime, exclusivement dialoguée sur le papier, et je trouve que c'est là où le film est le plus ingénieux, notamment dans les rapports d'échelle. Ce qu'il faut dire, quand le djinn sort de l'œil de rossignol, il fait 6 fois la taille d'un humain normal, même plus, et donc il y a des jeux d'échelle, des jeux de grandeur, des choix de points de vue qui sont super intéressants. Et puis le film est assez important, je pense, parce que déjà, il compile énormément de recettes narratives, des mythes, des légendes, des contes. C'est un truc un peu au milieu de tout ça, quoi. Oui, qu'il les cite ouvertement. Qu'il les cite ouvertement. C'est là où c'est un film méta, où dans le sens,
C'est une histoire sur les histoires, en fait, et sur la manière dont on raconte des histoires. Et toutes ces histoires, à la fin, font partie d'un seul conte, en fait. Exactement. Qui est 3000 ans à t'attendre. C'est cette idée de l'empilement comme un millefeuille inarrêtable de toutes les histoires, de toutes les formes d'histoires. C'est là aussi où le film est difficile à décrypter, c'est que et personnellement, je suis allé le revoir plusieurs fois, et c'est trop bien de l'avoir en sortie physique parce qu'on va pouvoir le poncer et voir plein de trucs. Mais ouais, il y a énormément, comme tu dis, de couches en fait narratives, que ce soit déjà plusieurs histoires, c'est-à-dire que le Jin va nous raconter 3 histoires notamment, mais au sein de ces histoires, des thématiques, des ambiances différentes, etc. quoi. Et puis ce qui est important aussi, c'est que là où le film a vraiment sa place dans le cinéma d'aujourd'hui, il est même peut-être un peu en avance, d'où son échec en salle, peut-être, c'est que on a quand même un personnage principal qui est donc le personnage de Tilda Swinton, qui s'appelle Alitea Bini, qui est vraiment presque à un niveau cynique de l'analyse narrative, puisqu'elle part du principe que voilà, toutes les histoires qu'on a racontées, tous les contes, les mythes, les légendes, tout ça en fait à la base c'est pour combler le vide de la connaissance, et que plus la science progresse et plus on comprend l'univers, moins ces mythes et ces légendes ont de sens. Et évidemment avec le personnage du Jin joué par Idris Elba, George Miller nous rappelle que non, en fait. C'est pas à ça que servent les histoires servent avant tout à être racontées, en fait. Et ce geste-là, il est important, parce que derrière ce personnage de narratologue qui petit à petit réapprend à croire dans des trucs auxquels elle n'a jamais cru, y a aussi le spectateur qui réapprend à croire dans le cinéma, en fait, tout bêtement. Parce que c'est vraiment c'est une proposition de cinéma qui est unique, qui est inédite. J'ai jamais vu un film qui ressemblait à ça avant. Ne serait-ce que dans le choix des transitions, par exemple, où un train d'atterrissage d'avion devient en un cut un caddie d'aéroport. Et c'est des trucs qui sont pas. Il fait des transitions sonores aussi. Exactement, je crois. Il mélange les espaces. Avec un tourniquet. Exactement, un tourniquet. C'est foisonnant ce film en fait. Même visuellement, j'imagine que. Être production designer pour George Miller, ça doit être un boulot où tu ne dors jamais, à même titre qu'être production designer pour Michael Mann, on l'embrasse. Donc, c'est comme tu dis, et en plus à la fois c'est des univers totalement nouveaux mais qu'on connaît parfaitement, quoi. Ça puise à fond dans l'imaginaire oriental, parce qu'on est au début à la cour de la reine de Saba, après la cour en Turquie, etc. C'est ça qui me flingue chez Miller, c'est que c'est un univers qu'a priori on connaît parfaitement, mais il y apporte une touche nouvelle et foisonnante, et tu vois que le type est au fait de tout ce qui se fait en matière de création et d'imaginaire aujourd'hui. Je sais pas si c'est on a toujours ce cliché sur les gens qui sont vieux parce qu'il a à peu près 80 ans, mais je sais pas si c'est un type qui joue par exemple aux jeux vidéo, mais je suis sûr qu'il est au fait de tout ce qui s'y passe en termes de propositions esthétique, de dramaturgie, etc. quoi. C'est que, on dirait que ce film est toujours fait par un gars de 25 ans, mais qui a 80 années d'expérience derrière lui, quoi. Il y a quelque chose dans le film, là, j'ai un petit flash qui me rappelle exactement ça, et en même temps qui rejoint ce que tu disais, Alexis. C'est le moment, Alitea, au tout début du film, en fait, est amenée à Istanbul pour faire une conférence, et elle parle même très rapidement, et on les voit derrière des super-héros, en fait. Et qu'aujourd'hui, les super-héros sont les nouveaux mythes, et qu'il s'agirait de comprendre ce qu'ils ont à nous dire, en fait. Et ça, ça passe juste en une phrase et tout, mais là, je me suis dit, ok, le mec, lui, on le sait, de toute façon, il était pendant un temps sur le projet Justice League, George Miller, je pense que c'est un truc qui le fascine complètement, les super-héros. Ah oui, et là, moi, ça m'a quasi ému aux larmes, parce que comme vous le savez, je suis au taquet sur Superman en ce moment, et je vois derrière Alitea un gros Superman en énorme qui est devant tous les autres super-héros et tout, et tu vois qu'il leur fait presque un pied de nez / clin d'œil, en mode, le film est aussi là pour vous, les plus jeunes qui consommaient et regarder beaucoup de films de super-héros, de vous dire, ça mérite mieux que ce qu'on voit actuellement. Ouais, en fait. Tu vois, et il y a des choses plus intéressantes à aller chercher, mais encore faut-il se demander pourquoi ces super-héros sont là. Qu'est-ce qu'ils disent de nous, de nos failles, de nos peurs, de nos doutes, tu vois. Et alors, chose que Marvel, notamment, ce que je parle surtout d'eux, a complètement évacué depuis des années. Je pense pas qu'avec ce truc dedans, il veut juger Marvel ou donner tout ça. Pas juger, mais en poser tout cas, la question, juste de dire à des plus jeunes, posez-vous des questions. Qu'est-ce qui est intéressant chez les héros que vous aimez? Il n'y a pas de la critique ou un truc mesquin, ou tu vois ce que je veux dire. Mais non, puis tu parlais des jeux vidéo, Stéphane, ce qui me permet de rebondir un peu sur un édito qu'a fait mon collègue Simon, qui était justement la question mais en fait, actuellement, notamment pour le public jeune, mais pas que, le médium artistique dans l'air du temps, c'est le jeu vidéo. C'est celui où il y a le plus d'évolution technologique. C'est la synthèse de plusieurs domaines. Voilà, c'est la synthèse de plusieurs domaines, et c'est surtout
le médium qui expérimente le plus. Il y a toujours de l'expérimentation dans les jeux vidéo parce que le code, la programmation ne cesse d'évoluer. Et le truc, c'est que, et ça on n'en parle pas assez dans la critique, le cinéma grand spectacle semble passer complètement à côté en fait de la concurrence du jeu vidéo. Et moi, je comprendrais que quelqu'un mate une bande-annonce de film d'action un peu au rabais, par exemple, et se dise en fait, c'est moins spectaculaire que le nouveau Call of que j'ai acheté sur PS5, ça ne sert à rien que j'y aille. Et le truc, c'est que là, j'ai vraiment l'impression qu'avec 3000 ans à t'attendre, il y a un film, effectivement, qui est pas forcément inspiré par des jeux vidéo concrets, mais qui a compris que esthétiquement, le cinéma avait un retard qu'il fallait combler, quoi. Et donc, comme tu le disais, Stéphane, ça foisonne de partout, c'est super imaginatif, et surtout, c'est super généreux. En tant que spectateur, Exactement. Tu vis un moment intense, en fait. Ce qui est magnifique, je trouve, c'est que... Tu disais au tout début de ton intervention, tu parlais du fait que ça soit, et c'est normal, vu le postulat du film, très dialogué. Ouais. Et en même temps, on est là à dire que visuellement, notamment, pas que visuellement, mais aussi narrativement, mais ça foisonne de partout. Et on sait que Miller est un réalisateur visuel, musical aussi, énormément. Ses films sont montés comme des opéras, donc avec vraiment un sens du rythme que moi je retrouve chez peut-être aucun autre réalisateur, vraiment. Et on sait qu'il travaille beaucoup en storyboard pour Fury Road, notamment, où les dialogues ont été écrits après, tout ça. Enfin, c'est quelqu'un vraiment de très visuel. Et le tour de force qu'il accomplit, je trouve, dans ce film est monumental de faire... Il se dit même un dialogue, en effet, très long, un huis clos dans un hôtel, doit être pensé visuellement, en fait. Et ça, moi, ça me sidère. Et puis alors, on parle même pas des transitions entre flashbacks, tu vois, entre narration, la narration dans les époques... anciennes et toutes les transitions, les effets de montage et tout même des petits détails ça et là dans juste ne serait-ce que l'esthétique du jean. Idris Elba il est incroyable dedans dans le rôle en plus, mais tu vois, je sais pas, vous vous souvenez la scène du concerto du roi Salomon, on parlera de la musique tout à l'heure, l'instrument il y a des couches d'instruments dans l'instrument comporte plusieurs, et ça c'est absolument génial comme idée. Et en même temps, tu sens qu'il y a tout un univers caché dessous. Il y a un moment où, vous savez, il y a une espèce d'antagoniste du djinn, qui est un envoyé d'un dieu Iblis, qui lui dit... on le voit pas beaucoup, mais il est là, quoi. Qui est là, et ça laisse une petite couche d'inquiétude qui est là, vrai. Qui au final, pas non plus le propos du film du tout, parce que c'est une autre histoire, mais c'est exactement ce qu'il y a ça dans Fury Road. T'as d'un coup un petit détail, où derrière ce petit détail, il y a un univers gigantesque derrière, quoi. Moi, je pense dans la scène de Fury Road, la scène nocturne, avec l'espèce de tribu sur des échasses. Les échasses, voilà. C'est extraordinaire. Et c'est ça, c'est donner au film une profondeur de dingue, alors qu'on regarde que 10% de cet univers-là, quoi. Mais ça, ça vient peut-être du passé de George Miller, parce qu'avant d'être cinéaste, il était médecin. Ouais. Et il y a fort à parier que son attrait, justement, pour le visuel et pour le cognitif de manière générale, ressortent, en fait, dans ses films. Et tu vois, et sur l'inconscient, notamment aussi. Tout ça, tous ces détails dont tu parles, lui, je pense, les envisage, parce qu'il ne veut pas forcément qu'on les chope au bout du 10e visionnage ou quoi. Donc il se dit, je pense qu'il fait le pari que nos yeux vont les choper, en fait, ces détails-là, ou nos oreilles, bien sûr, et qu'en fait, on le conscientise même pas. Mais que ça, du coup, on l'accepte, on le voit sans le conscientiser directement, et ça nous donne l'idée d'un univers absolument dantesque. J'ai eu ça dans celui-là. Je ne veux pas spoiler pour les gens qui ne l'auraient pas vu, mais il y a un détail visuel à un moment donné dans un carnet d'Alitea que j'ai dû revoir le film pour m'en assurer, mais qui nous donne un aspect énorme de sa personnalité et de son passif, en fait. Elle feuillete un roman, pas un roman photo, mais un livre de photos, quoi. Et il y a une photo notamment, je ne l'avais pas vue la première fois, et pourtant, inconsciemment, ça donne quand même un pan énorme de son passé, de ce qu'elle a pu vivre, cette femme. Et il s'attarde pas dessus, tu vois. Il te dit pas, voilà ce qui lui est arrivé, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Non, tes yeux, il le balaye vite fait, tes yeux le voient, tu le conscientises peut-être même pas, mais du coup, ça donne de l'épaisseur au personnage globalement, en fait, quoi. C'est assez fou. Mais c'est ça, en fait, il fait partie pour moi de ces auteurs qui comprennent que il ne faut pas tout expliquer et que juste en mettant les bons détails au bon endroit, tu obtiens un univers ultra cohérent et ultra prenant, quoi. Puis je crois que ça découle peut-être aussi de sa première expérience en tant que réal,
Enfin, sa première. Je crois que de mémoire, c'est pas son premier film. Il en avait réalisé un avant. Mais Mad Max, le tout premier Mad Max, faut quand même se dire que le gars a un budget absolument ridicule et qu'il doit figurer un univers qui est pas encore tout à fait post-apocalyptique, mais qui est sur le point de l'être. Et quand tu revois Mad Max, ça passe beaucoup par des petits détails. Des petits détails de décor, des petits détails de costumes qui d'un seul coup te font comprendre que t'es dans un monde qui est pas le tien et qui est en décalage. Et évidemment, sur le 2, il aura plus de budget, donc il va grossir grossir le trait. Mais je pense qu'il a toujours gardé ce truc de peu importe ce que je mets dans l'image, ce qui compte, c'est aussi tous les petits trucs que je dépose pour renseigner sur ce qu'il y a à côté. Exactement. Et en fait, tous les films tous les films de George Miller ont un hors-champ particulièrement marquant, notamment Mad Max Fury Road, quoi. Mais effectivement, la tribu des échasses, par exemple, c'est un truc qui a obsédé tout le monde à l'époque de la sortie du film, parce qu'on était tous là en se disant, mais le design est fou, le décor est fou, et c'est un plan. Et tu sauras même pas ce que c'est. Enfin, tu le déduis après, c'est en fait la tribu dont est originaire Furiosa, et c'est grosso modo ce qu'il en reste. Mais c'est des trucs assez dingues, ouais. Et là, c'est pareil, tu vois, je suis sûr que dans la collection de flacons qu'on voit à un moment dans le film, il y en a avoir plein qui ont une signification super profonde, mais l'œil le remarque pas tout de suite, quoi. Et tout ça, ça donne effectivement du corps au film, quoi. Sans oublier, vraiment, tu sens que lui, c'était déjà le cas. Bah, on parle beaucoup de Fury Road, bien sûr, mais dans Fury Road, il y a une épure de scénario. Une des critiques que j'ai quand même le plus entendues chez les gens qui n'aiment pas trop Fury Road à l'époque, c'était le script, ça vole pas bien haut, tu vois. C'est quoi ils partent quelque part pour revenir. Et donc, du coup, pas mal de personnes étaient passées complètement à côté de l'allégorie du script, de ce que ça voulait dire, enfin, ce qu'elle voulait dire, du sens qu'il voulait donner à ça, en fait, à cet aller-retour, en fait. Et là, lui questionne ça, je trouve, et arrive aussi à une épure, j'entends par épure narrative, c'est qu'il n'oublie pas ce qu'il veut faire. Il veut raconter aussi des parcours de personnages. Et c'est tellement rare au cinéma, maintenant, ça paraît dingue de dire ça, de voir des personnages évoluer. En si peu de temps, le film fait moins de 2 heures. Et à l'ITA, son parcours, on dit souvent, on a un point A et un point B en scénario, quoi, et on veut que le personnage change après cette aventure, quoi. Moi, m'a bouleversé, vraiment. Ça m'a beaucoup ému. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de la dernière partie du film qui s'éloigne du coup du huis clos, etc. Moi, j'ai entendu beaucoup de trucs négatifs dessus. Et moi, quand j'ai vu le film la première fois, en plus je l'ai vu à Cannes tôt le matin, donc j'étais déjà un peu cuit par le festival, donc je suis arrivé, c'était dur, mais j'avais pas trop apprécié cette partie-là. D'accord. Et en revoyant le film au moment de sa sortie en salle, pour le coup, je l'ai vraiment redécouverte sous un angle totalement différent. Et maintenant, elle m'apparaît comme l'aboutissement logique du film. Exactement. Chose que j'ai pas mal débattu à la sortie du film en salle avec des potes qui comprenaient pas. Et c'est en ça, je pense que le revoir, le laisser infuser, parce que c'est un film, je sais pas vous, mais qui reste en tête, quoi. On se demande ce qu'il a voulu nous dire, en fait. Comme tout compte, c'est là où c'est parfaiement cohérent. Après, en ce qui me concerne, ça reste la partie du film que j'apprécie le moins. D'accord, ok. D'un point de vue purement affect, en fait. Tu vois. Mais je ne peux pas imaginer que la première partie du film aboutisse à autre chose que ça, en fait. Donc là, à partir de là, j'accepte, quoi. Et puis quand t'as la chance, moi ça a été mon cas, de plonger dans l'émotion de ce que raconte cette fin, qui quand même nous montre une femme qui, comme tu l'as très bien dit au début, c'est un personnage qui est cynique sur les narrations, les histoires, puisque t'as l'impression qu'elle connaît tout scientifiquement de ça, et qui va réapprendre à écrire, à en créer des histoires, parce qu'elle est seule, en fait, et qu'on voit que c'est le seul moyen que l'être humain a trouvé pour... C'est un gros film sur la solitude. Mais bien sûr. Et ça, moi, ça m'a déchiré, je vous cache pas, j'étais en larmes, quoi, à la fin du film. Mais je peux comprendre, en effet, que du coup, oui, c'est vrai que même cinématographiquement et tout ça, on revient dans du concret, quoi. Mais c'est là que c'est plutôt beau, quoi. Là où c'est hyper foisonnant, etc., quand elle revient à Londres, elle est de nouveau toute seule dans un train, de nouveau toute seule à taffer sous la pluie et tout ça. Enfin, tu vois, il y a... on réatterrit un petit peu, quoi, et je sais pas, moi cette femme a beaucoup touché. Oui, mais je te comprends, il y a tout ce discours. Moi, il se trouve que pour ma part, un peu personnel, j'ai lu pendant l'été avant le film, le héros mille et un visages de Joseph Campbell, quoi, qui parle complètement de comment on raconte des histoires, pourquoi c'est toujours la même chose et tout, et le film parle complètement de ça, donc c'était une coïncidence assez heureuse. Et ce que dit Campbell et ce que parle du film aussi, et ce que tu as mentionné tout à l'heure, Alexis, c'est que l'homme a besoin d'entendre et de raconter des histoires pour répondre à tous les questionnements qu'il a depuis qu'on existe. Et
on est dans une époque où on n'a plus besoin, on a toutes les réponses qu'il nous faut petit à petit apportées par la science et par plein d'autres choses. Et du coup, il se pose la question, mais quelle place on a encore grâce aux histoires, quoi. C'est ça qui est très beau dans le film. Et moi, j'étais très touché par ces passages où le djinn, justement, il dit qu'il est fait d'un feu, j'ai oublié. Il est fait d'électromagnétisme, en fait. D'électromagnétisme, et en gros, il dit qu'il a du mal il y a trop d'infos. Il y a trop d'infos, en fait. Il entend dans notre monde moderne, tout, notre monde moderne foisonner, les machines, les réseaux sociaux, Internet, tout ça. Et il n'est pas bien du tout. Et le djinn, il représente, moi, un truc qui me touche beaucoup, de cette part de qu'est-ce qu'il y a en dehors de nous, tu vois. Et je trouve ça. Il y a cette scène, quoi. J'ai vu que la deuxième fois. La première fois, je suis passé à côté. La deuxième fois, j'étais terrassé. Où le djinn, en fait, elle s'engueule avec ses voisines, qui sont un peu fachos. Complètement même. Et qui lui disent, en gros, pourquoi vous allez dans des sociétés étrangères, pourquoi vous ne parlez pas de la société anglaise, etc. Et elle est énervée et tout ça. Et le djinn lui fait entendre, en gros, cet énervement est symbolisé par tous les bruits du monde, quoi. Ça jacasse partout dans sa tête et quoi. Et le djinn arrive et canalise le truc, et peu à peu les sons s'effacent et il lui diffuse, entre guillemets, que le son de violoncelle et la musique de Junkie XL. Alors on peut parler peut-être de la musique de Tom Holkenborg, oui. Qui est un compositeur avec qui Miller avait déjà travaillé sur Fury Road. J'ai trouvé ça incroyable. Je suis sorti, je suis allé écouter la BO très direct. Belle. Et il y a le projet derrière est ouf. Je sais pas si vous avez checké vite fait, mais ils ont fait quelques featurettes un peu avec Junkie XL pour expliquer un peu le projet musical du truc. George Miller voulait un seul thème sur tout le film, décliné et déclinable en fait, avec différentes orchestrations. Et j'imagine même pas la commande. Tu passes une commande comme ça à un compositeur. Il voulait en gros un thème qui décline tout ce que l'être humain peut faire de plus beau et de plus moche en même temps. Et toutes les facettes du sentiment amoureux et de l'amour, en fait. Voilà, il lui a donné des mots comme ça, un peu pêle-mêle. Et ensemble, ils ont mis plus d'1 an, apparemment, à choper la mélodie, le thème principal. Et c'est vrai que quand tu écoutes le thème, t'as une sorte d'évidence, en fait. Et même George Miller a demandé, c'était un truc qu'il recherchait vraiment, c'était d'avoir un thème musical qu'on avait l'impression de connaître depuis des années, en fait. Tu vois, comme un classique, comme si t'écoutais un air classique que tout le monde connaissait. Et moi, ça m'a vraiment fait ça. C'est-à-dire qu'au début, quand la musique arrive, je fais « Ah, mais ça me dit quelque chose, tu vois ?» Et comme, en fait, des histoires classiques, comme des contes classiques peuvent parfois nous apparaître évidents. La musique est vraiment impressionnante. Elle est impressionnante, elle est très émouvante, et elle est parfaitement cohérente, je trouve, du coup, avec le propos du film, quoi. Tout comme tout conte, on parlait des différentes strates, en fait, de narration, etc. En le revoyant, c'est un film où vous vous rendez compte que chaque histoire que va raconter le djinn, ça peut paraître être son histoire, sauf qu'en fait ce djinn-là peut-être est-il inventé par Alitea, peut-être le projet de tel, tu vois, dans son esprit, etc. Et en fait quand tu le revois le film, tu te dis mais chaque histoire c'est Alitea en fait, ou nous dit quelque chose d'Alitea. Dans la première histoire avec Saba, c'est l'histoire pas d'une tromperie mais d'un échec amoureux. Lui est amoureux de Saba et puis elle va choisir un autre, tout comme Alitea, son mari, a choisi une autre en fait. La deuxième, il y a la perte d'un enfant. On spoile pas, mais le détail dont je parlais tout à l'heure est lié à ça, peut-être. Tu vois, t'as tout un truc où il y a tout un lien aussi sur la parentalité. Il y a quelques bribes dans le film où c'est là, sans être mis au forceps. Qui sont déductibles, mais qui sont pas didactiques. Exactement. L'objectif est pas de te dire et maintenant je te dis ça sur le personnage. C'est ça. L'objectif est le film disperse les pièces du puzzle. Il te fait confiance, mais c'est à toi de les reconstituer. Il te fait tellement confiance, et c'est ça qui est vraiment beau. C'est ça c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein, il fait confiance. Et oui, voilà, en nos sens, quoi, en fait. Partir du principe que le spectateur est actif et non passif, quoi. Et ça, c'est ultra important aujourd'hui. C'est la marque des grands films que d'être partiellement cryptique, en fait. Et le film ne te donne pas toutes les clés. Il t'assène pas un message, quoi. Il ne décrypte pas lui-même sa part cryptique. Par contre, il te donne tous les éléments nécessaires pour que toi tu le fasses derrière. Mais ça implique d'avoir une audience active. Que tu le fasses, et c'est là où c'est magnifique. Chacun va y voir des choses différentes, peut-être. Bien sûr. Et c'est ce que nous dit le film en plus, quoi. C'est là où c'est vraiment un film méta sur le conte, quoi. C'est que on va peut-être se retrouver, trouver des choses différentes là-dessus. Et on va en parler, on va en débattre, etc. Certains vont trouver la fin est pas si terrible, et puis d'autres vont la trouver au contraire magnifique, et ça va. George Miller en parle bien, tout film est allégorique. Il dit même le documentaire le plus factuel est allégorique, parce qu'il va vous ramener dans des moments de votre vie, dans votre histoire, etc.
lui cherchait en tout cas à nous déployer un récit qu'on va pouvoir faire nôtre en fait, tu vois, en apportant en effet de nos souvenirs, de nos émotions, de notre ressenti, etc. quoi. Donc c'est quand même, ça me fait quand même rire parce que juste après Fury Road, il y avait des débats sur ce qu'il allait faire comme film après Fury Road, et 3000 ans à t'attendre était mentionné comme un petit film avant le préquel. Quand tu regardes le film, tu fais enfin, c'est pas un petit film. C'est, économiquement, c'en est sûrement un petit. Alors apparemment, il aurait coûté, je sais pas, il faudrait vérifier, $60 millions. Mais ce qui est probablement moitié moins que Mad Max Fury Road. Donc, oui, non, mais très largement. Ça reste un petit film à hauteur de. Mais t'as vu les effets spéciaux pour $60 millions, quoi? Bah, j'étais sur le cul quand même. Les effets, je les trouve ouf. Ça, c'est un truc. Mais il y a heureusement de plus en plus de gens qui s'en rendent compte. Le budget des films n'est pas corrélé à la qualité des effets spéciaux, en fait, mais plus aux directives que tu donnes aux équipes de post-prod et au temps qu'elles ont pour travailler, en fait. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, si tu tournes un film de cette ampleur-là avec un budget de 10 millions, tu auras des effets spéciaux moches. Par contre, t'es pas obligé d'avoir un budget de 200 millions pour avoir des beaux effets spéciaux. Mais c'était plutôt mon propos, exactement. Parce que les films Marvel, les films coûtent 300 millions, mais les effets spéciaux sont dégueulasses. Et pressent les équipes comme pas possible. Il n'y a pas de directive générale. Les studios ne savent pas ce qu'ils veulent, donc ils tournent tout sur fond vert. Il y a 36 000 trucs à combler dans chaque plan. Et surtout, les équipes travaillent à un rythme infernal. Je sais pas, j'ai post-produit n'importe quoi. C'est ça. C'est un peu n'importe quoi. Exactement. En tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que en tout cas, ça a été un des grands moments cinéma de cette année. Indéniablement, que ça condense énormément des thématiques déjà précédemment abordées dans le cinéma de George Miller. Moi, c'est un film qui m'a donné envie de redécouvrir sa filmographie et de la découvrir même. J'ai maté Lorenzo's Oil. Je l'ai toujours pas vu, moi. Qui est un film incroyable et qui est vraiment magnifique, déchirant, et qui a beaucoup de points communs, notamment sur, déjà là, 30 ans avant, l'importance des histoires. Et l'importance des histoires pour l'être humain, même presque physiquement, de ce que ça dit de nous, comme vous disiez très bien tout à l'heure, de se faire raconter et de raconter des histoires, quoi. Et c'est quand même très touchant de voir que 30 ans après, il décide d'attaquer ce sujet à bras le corps, quoi. Je ne sais pas si vous avez, pour conclure, peut-être à part évidemment Fury Road dont on a beaucoup parlé, est-ce qu'il y a un George Miller qui vous touche particulièrement à conseiller Fury Road. Non mais toi vraiment, ça a été Fury Road qui t'a révélé à Miller, tout cinéma confondu, et je pense pas que je suis original en disant ça, mais pour moi c'est concrètement un des films, si ce n'est le film le plus important de ces 10 dernières années, quoi. Ça a mis tout le monde d'accord. Personne n'est indifférent à ce film. C'est clair. Et j'ai vu des gens a priori opposés complètement à ce genre de cinéma, mais trouver le truc complètement dingue. C'est un film de dingue. C'est un film dont tu peux parler. Enfin, je veux dire, si tu étudies l'histoire du cinéma, c'est le cheminement logique des principes de montage, etc. Enfin, c'est vrai qu'on est curieux de voir comment le film vieillira, tu vois. Enfin, c'est on va très bien, je pense. Non, mais bien sûr. Ouais. Non, mais tu vois, de dire comment on parlera d'un film comme ça dans 30 ans, quoi. Mais en effet, aujourd'hui, on peut prendre les paris, et c'est vrai que c'était une date, quoi. En tout cas, dans l'histoire du complètement. Toi, il y a un film peut-être dans sa film. Alors moi, il y en a deux. D'abord, très rapidement, le film à sketch La 4e dimension, qui avait été produit par Spielberg pour adapter la série de Rod Serling. Il y avait donc John Landis, Joe Dante, Spielberg lui-même et George Miller qui avaient réalisé chacun un segment. Il paraît que son segment est segment dans l'avion, démentiel, c'est l'adaptation d'un épisode de la série avec William Shatner, qui était en gros l'histoire d'un authentique gremlin, c'est-à-dire une espèce de créature chelou qui vient grignoter les avions. C'est une légende de la Seconde Guerre mondiale britannique. Et en gros, t'as un mec qui s'assoit dans un avion de ligne et en regardant par le hublot, il voit un gremlin en train de dévorer le réacteur. Et George Miller l'adapte et c'est complètement fou. Et puis, plus pulp, mais néanmoins assez malin et très intelligemment filmé. Et surtout assez pertinent dans sa représentation du féminin et des rapports de force entre le féminin et le masculin au sein de la société, Les Sorcières d'Eastwick, avec Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon et Cher. Donc très gros cast, gros film de studio, Les Sorcières d'Eastwick. Et c'est plutôt cool. Qu'on mentionne pas trop, c'est vrai, quand on parle de George Miller. C'est plutôt cool, Les Sorcières d'Eastwick. Donc si vous avez l'occasion, c'est un film du dimanche soir en famille, quoi. Très bien. Et moi je rajouterais juste un mot sur Happy Feet 2. Je n'ai toujours pas vu le premier opus. Mais moi j'ai toujours pas vu le deuxième, il paraît que c'est une dinguerie. Hallucinant. Vraiment, pour moi, c'est le pendant optimiste
familial beau de Fury Road. Non mais on se marre, mais c'est vrai, en vrai, quand tu regardes tous les films de Miller, même les films pour enfants, etc., portent des thématiques universelles. C'est quelqu'un qui est passionné par ça et pose les grandes questions existentielles, notre devenir, d'où vient-on, où va-t-on, etc. Et c'est un film hallucinant, tant dans sa forme que son fond. Et en plus, c'est un divertissement pour toute la famille, c'est mortel. Un ravissement de film. Happy Feet, c'est mortel. Merci messieurs, c'était un plaisir de parler de ce grand merci à film toi, merci avec à vous. vous deux. Pareillement, merci les gars, bravo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de 3000 ans à t'attendre et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. On se retrouve très vite pour un épisode d'Entourloupe dans l'Azimut, dans le format DRS. À très vite.